Bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne panafricaine Gamma TV. Depuis 2023, les rapports entre le Conseil des Guinéens établis au Sénégal et l'ambassade de la Guinée au Sénégal devient de plus en plus difficile, voire compliqué, à cause de la surveillance de la manifestation, la forte manifestation violente. C'est la raison pour laquelle l'autorité sénégalaise a décidé de procéder à l'arrestation d'un certain nombre de Guinéens. Certains ont été arrêtés parce que tout simplement, ils auraient participé justement à cette manifestation. D'autres, par contre, n'ayant pas la carte d'identité consulaire. À cela s'ajoute, il y a une tension vive sur le prix de la carte consulaire, notamment la carte biométrique, notamment sur le prix. Le Conseil a demandé à ce que ce prix soit revu à la baisse à 5 000 francs. Il a fallu l'intervention du ministère de tutelle pour trancher. Et tout récemment, la venue de M. Touré, Aboubakar Touré, une délégation de la Guinée au Sénégal. À la tête, il y a évidemment ce monsieur-là. Cela a également provoqué un sérieux malentendu entre ces deux structures respectives, le Conseil des Guinéens établis au Sénégal et l'ambassade de la Guinée au Sénégal. Et pour parler de ce sujet très important, nous avons donc décidé de recevoir M. Ibrahima Diallo, on l'appelle affectueusement Air Afrique. Il est le secrétaire chargé des affaires extérieures du Conseil des Guinéens établis au Sénégal. Et dans la foulée, nous allons profiter pour annoncer le retour audace de votre artiste national et international, en l'occurrence Striker, qui va devoir produire très bientôt, le 28 décembre 2024, au Centre culturel de Toutasek. Il a sorti un album où il y a un morceau, Philosophie, rap. Donc, il va vous proposer ce grand album pour faire plaisir à des milliers de mélomanes guinéens et funk slop. Donc, vous allez vous laisser ce spot publicitaire-là qui en dira long. Le retour audace de l'Almami du rap guinéen à Dakar. Woko Striker pour la deuxième fois dans le Sénégal. Wo Drink Company et Guido Jama Production. Woni Konote le 28 décembre contre Doutasek de Dakar à partir de 22h jusqu'à 5h du matin. Wo la communauté guinéenne. Son bébé Fononota. Préventino Wori 3504 no Wori. Wo VIP 4500 no Wori. Sourzi 5000. Réservation Momo Wadai 78. 457 83 50 wala no tombe 77 981 37 32 Drink Company et Jama TV wani kono tion konturi kunati kay ko ende nyande tuta sek nyande wonyande ibe warude nyande orewbe hinu wulude faybe bonino ala jangube kayni ala gollude be jangali kayni hino janude joni hakile faybe benno fadude sodibe amembe no bonude. Comme vous venez de voir, vous êtes tous invités à participer justement à cet événement exceptionnel que notre artiste, notre vedette internationale Striker va devoir nous proposer ce jour-là. Bonsoir Monsieur Diallo. Bonsoir Monsieur Cissé. Merci de répondre à notre invitation sur le plateau de Gamma TV. Oui, c'est un plaisir et renouvelé parce que ce n'est pas la première fois que je suis invité. C'est avec un grand plaisir que je suis là ce soir pour parler des activités de la communauté et nos relations avec l'ambassade ce soir. Très bien. Donc, avec vous et nous allons faire cet exercice très important, faire le survol de l'actualité brûlante, non seulement celle qui se passe au Sénégal, les rapports difficiles, vous l'avez souligné, entre vous, puisque vous êtes un membre important du Conseil, et notre chancellerie, et également l'éventuelle candidature du général Mamadou Doumbouya qui fait un provoque un tollé en Guinée. Et nous allons également parler de nos pays voisins, notamment dans la sous-région, l'Alliance des pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui ont décidé conjointement de sortir de cette institution sous-régionale, en l'occurrence la CEDEAO. Alors, rapidement, M. Diallo, et après avoir fini de planter le décor, vous allez nous expliquer. Parce que depuis un moment, il y a une vive tension entre le Conseil, dont vous êtes un membre important, et l'ambassade. Alors, expliquez-nous concrètement quelles sont les raisons de ce malentendu, cette mésentente entre vous et l'ambassade de la Guinée au Sénégal.
Oui, merci M. Cissé. Avant tout, je voudrais saluer les téléspectateurs et les auditeurs de Gamma TV, une télé qui est en train de faire son bonhomme de chemin, et remercier la direction et l'équipe qui vous accompagne. Avant de répondre à vos questions, je voudrais tout simplement profiter de l'occasion pour dire bonjour à toute la Guinée à l'occasion du 28 septembre, une date importante de notre pays. 28 septembre, tout le monde sait que c'est la date du référendum qui a occasionné l'arrivée de la Guinée à l'indépendance le 2 octobre. Et aussi rappeler que effectivement c'est le 12 décembre 1958 que la Guinée a été admise à l'ONU. À la 82e place, ils ont occupé ce jour-là la 82e place, c'est-à-dire le 82e membre de l'ONU qui compte aujourd'hui 193 membres. Donc c'est extrêmement important de rappeler ça à nos diplomates. Oui, dans la foulée, M. Diallo, si le temps nous le permet, on parlera de cette dame militante qui a été la représentante des Guinéens au sein des Nations Unies, Mariama Sow, à qui le général Mamadi Doumbouya a rendu visite le vendredi passé. Oui, bien sûr, en effet. Donc, comme vous le dites, en effet, c'est au mois de mai que les nouvelles cartes ont commencé au niveau de l'ambassade. Lorsque la décision a été prise de changer les cartes consulaires papier en numérique, parce que ce n'est pas biométrique, il y a beaucoup de gens qui confondent la biométrie et les cartes numériques. Et justement, c'est quoi la différence entre la biométrie? Parce que moi-même qui vous parle, oui, je n'arrive pas à faire la différence entre les deux. La biométrie, c'est les empreintes et la photo. D'accord. La biométrie, les empreintes sont directement inclus. La photo et les numériques, c'est des cartes de cette nature. Oui. Vous pouvez le montrer, oui, avec justement les données qui sont imprimées sur du papier polyester très dur qui va permettre de sécuriser la carte. Donc, elle est numérique, elle n'est pas biométrique. D'accord. Merci beaucoup pour ça. Parce qu'il n'y a pas de l'empreinte. Il n'y a pas l'empreinte. D'accord. Il n'y a pas l'empreinte sur cette carte. Donc, elle n'est pas biométrique. Okay. Et ça, c'est une nuance que nous devons relever. Okay, pour nous permettre de comprendre un peu l'importance de la biométrie. Okay. En effet. Donc, comme je disais, nous avons été saisis à un moment donné par l'ambassadeur pour nous informer que la décision a été prise de changer les cartes qu'on avait, les cartes papier, en cartes numériques. Et il était déjà décidé de le faire et que Conakry a décidé de fixer les cartes à 7 000 francs pour 3 ans et à 5 000 francs pour 2 ans. Okay. Donc, nous avons tout de suite relevé la cherté des prix fixés. Et ils nous ont dit, voilà, ils vont remonter l'info à Conakry pour demander comment faire pour diminuer les prix. À notre grande surprise, au niveau de l'ambassade, ils ont décidé de créer une équipe sans nous consulter, une équipe de jeunes pour faire l'enrôlement au niveau du stade de Ouakam. Parce qu'il faut remonter un peu au mois de mars 2023, où il y a eu des événements douloureux ici, et en ce moment, il y a eu des Guinéens qui ont été arrêtés et expulsés. Et c'est à l'occasion de cette arrestation et expulsion que le rush a eu lieu au niveau de l'ambassade pour la confection des cartes consulaires. Et il y a eu tellement de monde que l'ambassade nous a appelés pour qu'on aide à canaliser ce monde-là. Et à cette époque, on a échangé sur la possibilité de faire une décentralisation au niveau de la ville pour avoir des points où on peut recueillir et faire les enrôlements et centraliser ça au niveau de l'ambassade. Malheureusement, après accord, il y a eu changement de programme. L'ambassade n'a pas accédé à cette décentralisation. Nous disant que Conakry n'a pas accepté, Conakry a refusé. Effectivement, c'est après tout ça qu'ils ont lancé la confection des cartes numériques
en créant une équipe de jeunes au niveau du stade de Ouakam. Parce que le rush étant très élevé au niveau de la chancellerie et que les voisins se sont plaints, ils ont décidé de délocaliser et nous avons dit que c'est difficile de faire un enrôlement dans un stade dehors où il n'y a aucune commodité pour pouvoir recevoir les Guinéens. Alors, et après plusieurs plaintes, ils ont décidé de délocaliser cette équipe de jeunes qui travaillaient pour le compte de l'ambassade, parce que nous, on nous dit qu'ils ne travaillent pas à leur compte et que ce sont des volontaires qui se sont levés pour faire ce travail. Bon, mais il se trouve qu'en réalité, c'est sur l'ordre de l'ambassade, parce qu'on ne peut pas se permettre... C'est important. Oui, non, mais attendez, c'est important de relever cet aspect-là. Alors, ils ont décidé, l'ambassade a décidé de décentraliser le bureau consulaire en vue d'enrôler les gens pour leur offrir la carte consulaire numérique. Alors pour ce faire, est-ce que c'est des agents consulaires qui sont recrutés au niveau de l'administration ou bien des personnes tierces qui vont s'en occuper? C'est des jeunes tierces qui ne sont pas des agents consulaires, qui sont commis à faire cet enrôlement. Est-ce que ces gens sont formés à ce fait? Nous ne sommes pas au courant parce que le conseil n'a pas été associé. En réalité, nous avons estimé qu'il fallait nous associer à ce travail qui n'a pas été accepté. Ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup d'abus. Beaucoup d'abus au niveau de cette équipe qui s'est mise à la solde du consulat pour faire ce travail, parce qu'à un moment donné, on convoquait les gens à 3h du matin, 4h du matin, pour finir à 7h, à des heures qui ne sont pas ouvertes à l'administration. Et pendant cette période, il y a eu beaucoup d'abus, parce que c'est ce qui a fait que nous avons demandé à rencontrer l'ambassadeur et pour voir comment diminuer le prix des cartes, et aussi organiser et associer le conseil à l'enrôlement des Guinéens au niveau de cette structure. Malheureusement, ça n'a pas été accepté. Alors justement, le prix dont vous parlez... Et lorsqu'on s'est rencontrés, on a eu 2 rencontres avec l'ambassadeur. Oui. Nous avons estimé que les coûts étaient très élevés. Ils ont dit non, eux, ils ne peuvent pas diminuer, que c'est Conakry qui a fixé les prix. Alors, de discussion en discussion, il y a eu le ton qui s'est vraiment élevé avec l'ambassadeur, le conseiller et autres. Ils nous ont dit, écoutez, nous, on ne peut rien faire. Il faut vous adresser au ministre. Ouais. C'est en ce moment... La caméra, s'il vous plaît. C'est en ce moment que nous avons fait un mémo. Pour l'adresser au ministre en passant par l'ambassade. Okay. Et le ministre de tutelle. Le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Ouais. Et c'est à la suite de ce mémo que le ministre a donné l'ordre de diminuer le coût de la carte à 5 000 francs. Mais, à notre grand étonnement, eux qui disaient qu'ils ne pouvaient pas diminuer les cartes, le prix des cartes, on s'est rendu compte qu'ils ont diminué le prix des cartes pour les étudiants à 3 500 et pour les médecins en formation ici à 3 500. Et ils ont demandé à ces gens-là de ne pas le dire, de le faire en catimini, pour que nous ne soyons pas au courant. Malheureusement pour eux, rien ne se cache en Guinée. Monsieur Diallo, ça c'est ce que vous dites, c'est très important. Oui. Alors, avant d'adresser un mémo, une doléance auprès du ministre du tutelle, d'ores et déjà, vous avez le devoir de discuter, faire engager une concertation avec l'ambassadeur qui est là ou bien le ministre chargé des Affaires. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous n'êtes pas entendu, vous n'avez pas trouvé un terrain d'entente justement par rapport à ce prix-là? Parce qu'ils ont fixé ces prix unilatéralement et en refusant de les diminuer. En aucun moment, l'ambassade ne vous a pas fait appel pour discuter autour justement de ce prix? Non, ils ont fixé unilatéralement, ils ont constitué une équipe de jeunes unilatéralement, sans se concerter avec le conseil. Et quelles sont les raisons qu'ils ont invoquées? Ils ne peuvent pas nous convaincre parce qu'ils ont dit que c'est Conakry qui a décidé. C'est une fuite en avant qu'ils ont eu à faire pour pouvoir fixer ce prix-là.
Donc nous avons dit qu'on n'est pas d'accord et c'est à la suite qu'on a rédigé le mémorandum. En dehors de l'instruction venant, peut-être, en dehors de l'instruction venant de Conakry, notamment aux affaires étrangères, le ministère de tutelle, est-ce qu'ils n'ont pas tenu compte les clauses de la convention faite avec l'entreprise de conception de cette carte numérique? Bon, nous ne savons pas quelles sont les clauses qu'ils ont eues avec la société qui s'est chargée de confectionner ces cartes-là. Nous n'avons pas été associés. Ce qui est sûr, c'est que nous a distribué des papiers pour nous dire que voilà, c'est ça. Et dans ces papiers-là, nous avons relevé que les prix sont fixés par les ambassades localement. Dans ces papiers qu'on nous a distribués. C'est en ce moment qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, ils sont en train de nous faire marcher. Alors vous avez tenu sur la base de quels paramètres? Est-ce que c'est compte tenu du pouvoir d'achat de vos concitoyens au Sénégal? En effet. C'est la raison pour laquelle vous avez décidé de proposer 5 000 francs en lieu et place de 7 000. Non, on n'a pas décidé de fixer 5 000 francs. Nous avons dit que même les 5 000, c'est cher. Mais c'est le ministre qui a fixé 5 000 par une lettre qu'il a adressée à l'ambassadeur. Parce que nous avons adressé une correspondance au ministre. Mais le ministre a répondu à l'ambassadeur. Il l'a instruit de fixer les prix à 5 000 francs. Donc jusqu'à présent, nous, on n'a pas eu de réponse officielle venant du ministre. Parce que la réponse était adressée à l'ambassadeur. C'est pour vous dire jusqu'à quel point on attend toujours de faire fonctionner l'administration de la façon la plus optimale. Mais votre correspondant, certes, on ne vous a pas répondu, on ne vous a pas notifié. On n'a pas répondu au conseil. On a instruit à l'ambassadeur. D'accord, vous avez adressé donc nous avons accepté cela. D'accord, vous avez adressé oui, parce qu'il y a eu une baisse. Certes, on ne vous a pas notifié la réponse, mais il y a quand même eu une réduction. Oui, en effet, parce que c'était maintenant à 5 000 francs. Oui, donc vous avez eu le résultat escompté. Est-ce que pour cette raison, est-ce que vous êtes satisfait? Bon, on peut dire qu'il y a eu une petite amélioration, mais nous avons demandé de diminuer encore les cartes parce que cela est très cher par rapport au niveau de vie de nos compatriotes ici. 5 000 francs est très élevé. Et je le dis encore, je l'ai dit, j'ai répété. Mais il y a autre chose. Il y a beaucoup de documents administratifs. Avant de parler de ça, avant de parler de ces documents administratifs-là, vous avez, malgré l'entretien avec l'ambassade pour réduire les prix, l'ambassade a proposé le prix de façon unilatérale, de ce que vous venez de dire. Mais vous n'étiez pas d'accord. Oui. C'est la raison pour laquelle vous avez adressé une lettre pour revoir le prix. En effet, oui. Oui, pour revoir le prix. Alors, étant donné que le ministre de tutelle a imposé, il a donné l'instruction à la chancellerie de revoir le prix à 5 000 francs, est-ce que cela n'a pas provoqué une espèce de tension entre vous et la chancellerie? Mais bien sûr. D'autant plus que, lors de nos différentes réunions, on a souligné à l'ambassadeur que le lieu où les cartes sont, je veux dire, l'enrôlement est fait, c'est un lieu criminologène, à des heures qui ne sont pas des heures d'ouverture des bureaux. Parce que les jeunes se retrouvent à des heures très, très tardives pour aller collecter les documents des citoyens et c'est limité lundi, mardi, mercredi à 50 personnes par jour. C'est très limité. Donc nous avons dit qu'il faudra revoir cette situation parce que ça a créé une espèce de surplus de demande et les petits malins se sont mis à encaisser plus que les 5 000 francs. Et ça, nous l'avons dénoncé à l'ambassadeur. Nous avons dit qu'il y a des gens, parmi les gens qui ont été désignés, qui réclament 15 000 francs aux citoyens pour une carte consulaire. Et ça, nous l'avons dit à l'ambassadeur et il était sceptique. Mais nous avons eu des citoyens qui sont venus se plaindre pour dire que nous, on nous encaisse 15 000 francs. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Et ça continue encore. Jusqu'à présent, il y a des gens qui payent les 15 000. Mais est-ce que l'ambassade, après avoir été informée de ce état de fait, peut-être qu'on ne lui donne pas des explications, ou peut-être on ne lui adresse pas un rapport par rapport à ça, pour dire qu'il y a certains de ses concitoyens qui
qui sont victimes de l'arnaque, à qui on retire 15 000 francs pour avoir une carte consulaire. Est-ce qu'il a pris des mesures à cet effet pour que, si cette situation existe sur le terrain, pour que ça cesse? Vous savez, nous, notre rôle, c'est d'alerter. Nous avons un rôle d'alerte. Et lorsqu'on l'a alerté, il m'a dit, est-ce que vous avez des preuves? J'ai dit, mais bon, ce n'est pas à moi de chercher les preuves. S'il y a des problèmes au niveau de l'ambassade, c'est à l'ambassade de vérifier et de mener des enquêtes pour savoir quels sont ceux qui sont en train de faire ce travail-là, de cette façon-là, au détriment des populations. Donc, ce n'est pas à nous de fournir les preuves. Alors, malheureusement, les gens, non seulement ils ont du mal à récupérer les cartes, ça prend du temps, ça fait beaucoup de va-et-vient, des dépenses vraiment qui sont exagérées par rapport à l'obtention des cartes. Et aujourd'hui, ils ont commencé à décentraliser de façon très timide, mais cela reste vraiment un gros problème pour obtenir la carte consulaire. Est-ce que jusqu'ici, malgré votre réclamation, malgré une série de plaintes faites à l'endroit de l'ambassade, est-ce que vos concitoyens continuent à être victimes de cette arnaque? En effet, pas plus clair que la semaine dernière à Diamniadio, comme moi je viens de Pout, parfois je transite par Diamniadio, il y a nos compatriotes qui vendent dans les fruits et légumes là. Souvent je discute avec eux, je dis, est-ce que vous avez votre carte consulaire? Elle me dit oui, je vais montrer comme celle-là. Je dis, combien vous avez payé? Elle me dit 15 000 francs. Et ça continue. Et ici, un peu partout, ça continue. Hein? Donc, c'est pour vous dire qu'il y a toujours ce trafic qui est instauré au niveau de l'ambassade et des gens qu'ils ont mis en œuvre pour l'enrôlement. Alors, vous avez porté un mémo devant le ministre de tutelle. Il a fait en sorte de réduire le prix à 5 000 francs. C'est là vous avez ressenti une certaine satisfaction. Mais tout de même, aujourd'hui, vous avez décidé de mener un autre combat. Celui qui consiste à encore réduire le prix de 5 000 francs à 3 500. Pourquoi cela? Non, parce que le pouvoir d'achat de nos compatriotes est très bas. Et puis, le mécanisme d'obtention des cartes est très laborieux. Les gens, ils font plusieurs va-et-vient pour pouvoir obtenir la carte. À chaque fois qu'ils se déplacent, ils paient le transport. Donc, en plus des 5 000, il y a le coût du transport, le coût de la photo. Ça plombe leur budget. Et ça, ce n'est pas une chose que nous souhaitons. Nous voulons qu'ils revoient carrément à la baisse la carte consulaire. Mais est-ce que cela est possible? Elle est possible. Le Sénégal, la carte consulaire des Sénégalais à l'extérieur, c'est 0 francs. Ils ne payent pas. Quand vous êtes Sénégalais, vous allez dans une ambassade pour vous faire déclarer avoir votre carte consulaire. Vous ne payez pas. La Guinée peut le faire. La mission de service public, elle est gratuite, mais il faut tenir compte. Il faut tenir compte de la clause dont je viens de vous parler, qui lie aujourd'hui l'ambassade, le ministère de tutelle et cette société de conception de cette carte numérique. Mais les autres pays, ils ont les mêmes charges. Ils ont les mêmes. C'est pas le consulat du Sénégal à Paris ou ailleurs qui confectionne. Ils signent un accord avec une structure qui le fait, mais c'est l'État qui les paye. Et lorsque vous avez porté ce mémo à l'endroit du ministre, de l'ambassadeur de la Guinée au Sénégal, quelle a été sa réponse à cette affaire? Non, c'est-à-dire, c'est comme je vous ai dit, c'est la fuite en avant. Ils rejettent tout sur Conakry. C'est pour ça qu'ils ont demandé de nous adresser directement. Et cette fois-ci, est-ce que vous avez formulé une autre correspondance? Non, pas encore. On va y revenir parce que avant de formuler, il faut s'entendre d'abord. Hein, il faut pouvoir dialoguer, discuter sur les problèmes de nos compatriotes. Et c'est des choses qui sont très difficiles en ce moment avec l'ambassade. Alors, vous avez parlé tout de suite de la délocalisation pour enrôler nos concitoyens en vue de les aider à avoir la carte consulaire. Est-ce que pour cette raison, vous êtes satisfait de la démarche administrative? Oui, en fait, ça s'améliore. Oui. S'il y a une décentralisation, ça évite de faire des grands déplacements
Et puis aussi à des heures qui ne sont pas appropriées pour faire ce genre de choses. Un exemple simple, il y a 3 samedis, il y a eu une délocalisation au niveau de Sandaga, à la fabrique artisanale, où il y a eu 100 enrôlements en 2 heures de temps. De 9h à 11h, enfin, de 10h à 13h, ils avaient fini. Ça, c'est un effort à saluer quand même. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, oui. Ils devaient le faire depuis longtemps parce qu'on l'a demandé depuis 2 ans. C'est maintenant qu'ils commencent à le faire. Et ils le font de façon sporadique. C'est peut-être que probablement l'administration consulaire n'était pas bien outillée. Mais jusqu'à présent, ils ne sont pas bien outillés. Ils doivent être bien outillés. Parce qu'ils n'ont qu'une seule machine. Regardez-vous, vous avez vu votre carte. C'est parce que c'est vous, M. Cissé. Sinon, vous allez attendre 3-4 semaines pour retrouver votre carte. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une seule machine. La procédure normale, hein, pour en il y a une seule machine oui. qui confectionne des milliers de cartes. Et ce n'est pas normal. Ils doivent, compte tenu du nombre de ressortissants qui se trouvent au Sénégal, s'outiller en conséquence pour pouvoir satisfaire la demande. Elle est extrêmement forte. Et l'ambassade, notamment le consulat, s'est doté de combien de machines? Une seule. Il y a une seule machine qui confectionne les cartes. Donc selon vous, d'après vos recherches-là, il faut combien de... Techniquement, il faut combien de machines? Il faut faire une étude par rapport au nombre, par rapport aux localités, parce que ceux qui sont à Kédougou, ceux qui sont à Bignona ou bien à Saint-Louis, leurs cartes sont confectionnées à Dakar ici. C'est la ruée vers Dakar. C'est ça. Donc ce qui veut dire qu'il faut une véritable décentralisation pour aller vers les citoyens et leur confectionner leurs cartes. C'est un devoir, c'est-à-dire c'est un devoir pour l'État de confectionner les cartes pour les citoyens. Donc il va falloir que l'ambassade, avec l'accompagnement évidemment du ministère de tutelle, de mettre le paquet, non seulement de doter au consulat un certain nombre de machines, à peu près 2 machines, et aussi de faire en sorte de faire une décentralisation très poussée pour permettre ainsi à vos concitoyens... Même 2 machines ne suffisent pas. Il faut faire une étude et savoir le nombre de gens qui ont besoin par rapport à la demande. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait une demande depuis 1 mois, ils n'ont pas encore reçu la carte. Est-ce que l'État ayant injecté le budget pour cela? Les 5 000 qu'on encaisse là. Ah, ça suffit. Les 5 000 qu'on encaisse là. Oui. 1000 cartes, ça fait combien? Ça fait 5 millions. Mais où va cet argent? Mais c'est à vous de me dire ça. Dans le trésor public? Ça va où? Je ne sais pas. Moi, je ne peux pas le dire parce que je n'encaisse pas. Je ne sais pas qui encaisse et comment l'argent est dispatché. Ce qui veut dire qu'avec 10 000 cartes, on peut acheter autant de machines qu'on peut et alléger la seule machine qui est là pour pouvoir aller vers la confection des cartes au maximum et prendre, parce que nous on avait lors de la décentralisation qu'on avait proposé, on avait proposé 13 endroits dans Dakar et on avait recruté 30 jeunes pour être dans ces 13 endroits là, et puis on avait demandé à ce qu'un agent consulaire vienne pour assister les gens, parce que c'est un document administratif qui est confectionné par l'État. Voilà, assister les bénévoles. Assister les bénévoles que nous avons mis en place, que nous allons rémunérer effectivement, pour pouvoir, comment dirais-je, les aider à confectionner, à faire l'enrôlement. Et puis suffisamment pour pouvoir. Donc, ça va éviter 2 choses. La première chose, ça va éviter l'encombrement au niveau de l'ambassade. La deuxième chose, nous rémunérerons les jeunes que nous allons prendre. Ça va éviter la spéculation et la surfacturation des cartes au niveau de la base. C'est ça l'objectif que nous avons proposé. Mais à l'époque, ils ont carrément refusé. Ils disent non. Ils avaient d'abord accepté, hein, il y avait l'engouement, mais après, ils se sont retrouvés entre eux. Ils ont dit non, il n'est pas question. Ils ont refusé complètement. Jusqu'à présent, il n'y a pas une satisfaction manifeste à ce niveau-là. Non, il y a combien de centres qui sont retenus? Non, actuellement, ils essaient de... Il y a eu
Sandaga. Après, le samedi suivant, il y a eu Médina, justement à Doutasek. Oui. Et puis, ils ont des promesses d'aller en banlieue et tout, quoi. Je veux dire que il faut nécessairement... Ce sont des centres qui sont provisoires ou bien permanents? Non, c'est aléatoire. Ils viennent et puis ils repartent et puis si ça les prend, ils reviennent. Mais parmi lesquels il y a un endroit qui est permanent? Oui, il y a des endroits, par exemple à Sandaga. Le cimetière de Saint-Lazare. Le cimetière là, moi je pense que c'est l'équipe que l'ambassade a cooptée, oui, qui s'est arrangée à être là-bas. Officiellement, moi je trouve que c'est pas approprié. Il faut qu'ils acceptent de travailler avec le conseil. Parce que le conseil est là pour ça. Le conseil peut les orienter, les guider à faire des endroits sécurisés, sûrs, pour pouvoir faire leur rôle. Et vous avez déjà fait ce travail? Oui, on a identifié des jeunes, on a identifié des lieux. On peut le faire. C'est que l'ambassade doit travailler en confiance avec le conseil pour pouvoir aller vers ça. Mais donc le seul argument que l'ambassade porte à votre connaissance, c'est que jusqu'à présent, l'instruction n'est pas encore venue de Conakry. Bon, on n'arrive pas à comprendre un peu leur démarche, hein, sincèrement. Sincèrement, on n'arrive pas à comprendre leur démarche. Donc, voilà quoi. Maintenant, pour trouver des solutions à ça, moi, je voulais l'autre jour leur faire des propositions, mais on m'a empêché de parler. C'est quoi la proposition, la série de propositions donc, que vous voulez faire part à l'ambassadeur? Je voulais leur dire que je propose qu'on érige le consulat de Dakar en consulat général. Le consulat de Dakar soit érigé en consulat général et qu'on crée des consulats à Thiès, Saint-Louis, Kaolack, Tambacounda, Kédougou et Ziguinchor. Que ça soit des consulats de Guinée à ces endroits-là, et que le consulat général soit là. Et que dans ces consulats-là, que ce soit des consulats à plein exercice. Une manière de rapprocher l'administration aux administrés. Aux administrés, pour pouvoir aller vers le besoin de nos administrés. Ça va faciliter le travail. Ça, c'est une proposition qui nécessite une étude sérieuse au niveau du ministère. Mais l'autre jour, ils m'ont empêché de parler, donc ça ne pouvait pas être présenté à la délégation. Alors, une telle proposition qui est d'autant plus importante, est-ce qu'il n'est pas important d'aller au-delà, adresser, comme d'habitude, une correspondance au ministre des Affaires étrangères ou éventuellement déléguer un des membres du Conseil pour aller discuter à vive voix avec le ministre des Affaires étrangères. Oui, c'est possible de faire ça, mais quand on n'arrive pas à dialoguer avec ceux qui sont là déjà, vous voyez ce que ça représente. C'est extrêmement difficile. Mais là, c'est que s'ils n'ont pas de décision à prendre, parce qu'ils disent tout le temps qu'ils attendent que l'instruction vienne de Conakry. Oui, mais si eux, ils ne proposent rien à Conakry, et que nous, on ne nous écoute pas, Conakry ne va pas décider. Il faut d'abord proposer. Quand tu as des idées, tu les notes, tu les proposes et tu les présentes à qui de droit. C'est à lui d'étudier et de voir la faisabilité, parce que ce genre d'opération, ça a des coûts personnels, financiers, parce qu'il faut ériger le consulat actuel en consulat général, c'est-à-dire lui doter de prérogatives beaucoup plus larges. Et aussi créer des consulats au niveau de l'intérieur du pays pour pouvoir faciliter l'accès du citoyen au consulat. Donc ça, c'est une proposition. Alors, Monsieur Diallo, votre proposition, certes, elle est réaliste, parce que ça aide à vos concitoyens pour lesquels vous vous battez au quotidien d'avoir les documents, peu importe l'endroit où ils se trouvent, d'avoir des documents administratifs, notamment la carte consulaire. Mais je vous rappelle que nous sommes sous le régime exceptionnel. Donc, en tant que diplomate, en tant qu'ambassadeur, c'est pas facile de prendre certaines décisions au risque de se porter leur rôle, c'est ce que j'ai dit, oui. leur rôle, c'est d'écouter, de noter et de transmettre.
C'est pas eux. Mais ils le font quand même, Mais M. Diallo. s'ils Ils le font. Non, moi je ne suis pas sûr qu'ils le font comme ça se doit. Parce que quand tu n'écoutes pas ceux qui sont avec la base, tu ne peux pas avoir les bons éléments, les bonnes informations à remonter. Donc le dialogue n'est pas établi. Non, le dialogue, il n'est pas établi comme ça se doit. C'est-à-dire, c'est la dictature. La dernière fois, j'ai vécu ça. Donc, c'est ça la vérité. Mais alors, c'est le risque d'instaurer un bras de fer sérieux. Mais c'est ce qui est là. Entre C'est le ce qui est là. Conseil C'est ce qui est et là. l'ambassade de la Guinée au Sénégal. C'est ce qui est là. C'est ce qui est là. Parce que vous êtes les représentants Des vous êtes les populations. représentants légitimes Des populations. Des populations. Nous Il y a sommes des des milliers de délégués Guinéens. des différentes coordinations et des associations qui sont sur le terrain. Et quand nous présentons des choses, c'est que nous avons échangé avec la base. Nous avons pris les préoccupations de ces gens-là avant de venir assister à des réunions au niveau du conseil ou bien au niveau de l'ambassade. Donc, en réalité, c'est très difficile. Alors, vous avez proposé tout de suite, là, il y a une série de propositions qui sont faites sur le papier. Alors, pour cela, est-ce qu'il y a une concertation au sein du Conseil? Est-ce qu'il y a une entente? Est-ce qu'il y a un consensus autour de cette proposition? Non, la proposition, c'est-à-dire, la proposition, là, c'est le jour de l'arrivée de la délégation. Oui. Que je l'avais notée, j'ai voulu la présenter. Ils ont refusé que je la présente. Parce que j'ai évoqué... Oui. Mettez sur le mode d'avion. C'est mon avis. Oui. Donc, moi, j'ai évoqué un déséquilibre Oui. au niveau de l'ambassade et de la délégation. On m'a tout de suite coupé, quoi. Depuis lors, on m'a refusé la parole. Mais qu'est-ce qui explique ce déséquilibre que vous avez provoqué? Vous savez, notre pays, il est ainsi construit. J'ai dit à l'entame, lorsque j'ai pris la parole, que je constate que la délégation qui est venue, il n'y a aucun membre de la moyenne Guinée dedans. La délégation de l'ambassade qui était autour de la table, il n'y a aucun cadre de la moyenne Guinée. Alors qu'au Sénégal, les 99% des ressortissants sont de la moyenne Guinée. Donc les gens se reconnaissent généralement à leurs parents et autres. C'est comme notre pays est conçu comme ça. S'ils veulent réussir à aller vers les champs, les populations, il faut que les populations se reconnaissent en eux. Donc, dès que j'ai évoqué ça, on m'a coupé la parole et la suite, c'est que j'avais beaucoup d'autres propositions à faire et ça n'a pas été fait. Alors, M. Diallo, est-ce que vous pensez que la question, elle était à l'ordre du jour? Non, c'est-à-dire, c'était évidemment, c'est un constat. On a constaté. Parce que est-ce qu'il ne fallait pas s'abstenir de dire cela? Non. Vous savez, monsieur Cissé, excusez-moi. Vous avez une position identitaire ou bien... Non, justement, oui. C'est des problèmes qui existent chez nous. Si on n'en parle pas, on ne va pas trouver des solutions. Il faut qu'on en parle pour pouvoir résoudre les problèmes. Moi, j'ai eu la chance de connaître toute la Guinée. J'ai fait les 33 préfectures. Je parle... Donc, au sein de cette délégation, il n'y avait pas de... Un peuple n'était pas représenté, il faut le dire. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Oui, il n'y avait que des Malinqués. Les autres ethnies. Et il y avait des Soussous. Oui, non, je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Je n'ai D'accord. pas vu de Soussous. J'ai vu que des forestiers et des Malinqués. Et au niveau de l'ambassade, j'ai vu que des Soussous, des forestiers et des Malinqués. C'est ce que j'ai dit. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Et ce qui se passe au pays. C'est ça le problème. Donc, tant qu'il n'y a pas un équilibre, le pouvoir a provoqué un malentendu important au moment de cette séance de travail à l'ambassade. Exactement. Et là, j'ai dit que le pouvoir, c'est l'équilibre. S'il n'y a pas d'équilibre, le pouvoir, il ne fonctionne pas correctement. Et s'il ne fonctionne pas correctement, il crée des frustrations, ce qui entraîne un échec. C'est ça, la vérité. Donc, le ministre conseiller m'a bloqué. Il ne voulait pas que j'avance dans les autres points importants que j'ai soulignés tout à l'heure. Et qu'est-ce qui explique dans la foulée, qu'est-ce qui explique l'objet de la venue de M. Touré avec sa suite? Oui, l'objectif, c'était de nous présenter la direction des Guinéens de l'étranger. C'était l'objectif avoué. Je le dis comme ça. C'était de nous dire ce qu'eux, ils sont en train de faire. Objectif avoué ou bien inavoué?
Non, l'objectif avoué, D'accord. c'était de nous présenter la direction des Guinéens de l'étranger D'accord. et de nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils comptent faire pour la diaspora. Mais c'est la première fois ou bien... Oui, bon, disons que nous, en tout cas, depuis qu'on est là, Moi, c'est je la n'ai jamais première fois. entendu la direction de la diaspora guinéenne. La direction des Guinéens établis à l'extérieur. Ok, Bon, c'est l'appellation, hein, mais bon, c'est pour parler de la diaspora, quoi. oui. Et ils ont voulu rencontrer les associations, Le conseil, bref. le le conseil, et après les associations le lendemain pour présenter voilà, l'objet de leur venue. Donc, voilà, quoi, en quelque sorte. Oui, en substance, que vous a-t-il dit? Non, il nous a présenté l'organigramme, les sous-directions, et puis voilà ce qu'ils peuvent faire au niveau de l'habitat, au niveau de l'industrialisation, au niveau des documents et tout, quoi. Donc, voilà. Donc, bref, impliquer vos concitoyens Voilà, au Sénégal, de l'investissement. dans le processus de développement socio-économique. Voilà, de l'investissement. Ils ont voulu nous présenter ça. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, quand vous voulez présenter ce genre de choses à une communauté qui est là à 99% et qu'ils ne se reconnaissent pas, c'est voué à l'échec. C'est ce que j'ai expliqué. Donc, et c'est la vérité. Ça fait mal, mais c'est ça la vérité. Alors, vous avez, en dehors de la science, le travail que vous avez entamé à l'ambassade, à l'enceinte même de l'ambassade, dans la salle de conférence, cette séance de travail a été délocalisée au niveau du centre culturel d'Outaseke. Alors là-bas, qu'est-ce qui a été retenu? Oui, c'est-à-dire, l'objectif l'objectif c'était quoi? Prendre la parole pour exposer leurs problématiques à la portée de la délégation venant de Conakry. Voilà, l'objectif c'était de rencontrer les représentants des associations élargies, c'est-à-dire en dehors des associations qui ont constitué le conseil, rencontrer d'autres qui sont intéressés par la communication de la direction des Guinéens de l'étranger. C'est ce qui a été fait au niveau de Doutasek. Là aussi, ils ont fait la présentation, comme je vous l'ai dit, en nous disant que voilà, ils sont venus rencontrer la diaspora pour leur dire l'existence de la direction, le rôle de la direction et éventuellement les appeler à adhérer à leurs propositions. Voilà en réalité. Malheureusement, après avoir fini d'exposer, ils ont fait une liste d'intervenants pour demander des précisions et des questions. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Les gens qui se sont inscrits, il y avait une dizaine, je crois, ils n'ont pas eu accès à la parole. Comme ça s'est passé au niveau de l'ambassade là-bas, ils ont levé la séance. Ils ont levé la séance. Alors, M. Touré, puisqu'il est venu vous présenter cette direction-là, est-ce qu'il a eu le temps de prendre la parole, se prêter à cet exercice-là pour expliquer justement à ses concitoyens le rôle, l'importance, l'impact de cette direction-là sur la vie de ses concitoyens résidant au Sénégal? Oui, c'est ce que je viens d'expliquer. Oui. J'ai dit, Que vous avez il a présenté de façon académique voilà, un truc... Parce que moi, franchement, je n'ai rien compris. Oui, parce que c'était pas laborieux, c'était vraiment très laborieux. Donc, les gens ont voulu maintenant avoir des précisions. Ils se sont inscrits pour pouvoir poser des questions. D'autant plus que c'est la première fois. Exactement. Les gens il y a beaucoup qui étaient très contents de les rencontrer. Oui. Malheureusement, en partant, ils étaient frustrés parce qu'ils n'ont pas pu poser des questions. Alors, on va continuer. Vous le savez autant que moi, il y a assez de bruit autour de l'éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya. Et bien avant, on parle de l'avant-projet de la nouvelle constitution qui a été élaboré et présenté publiquement par le Conseil, le CNT, le Conseil national de la transition, qui fait office de parlement. À la tête, il y a M. Dansa Kourouma, qui est en train de s'évertuer en ce moment pour convaincre ses concitoyens, non seulement ceux qui sont en Guinée, mais ceux qui sont à l'étranger. On l'a vu tout récemment effectuer une visite en France et à se faire. Alors, est-ce que
au sein d'abord, dans ce préambule-là, cet esprit de la nouvelle constitution, est-ce que l'intérêt de vos concitoyens est exprimé dedans? Bien, merci pour ça. L'avant-projet, moi je ne l'ai pas vu, donc je n'ai pas accès pour pouvoir en parler correctement. Je pars sur les principes. Le 5 septembre, M. Doumbouya et son équipe ont renversé le pouvoir établi. Oui. Et il a fait un discours que beaucoup de Guinéens ont apprécié, des promesses. Et il a parlé de justice, de boussole, il a parlé de beaucoup de choses. De faire l'amour à la Guinée, de ne pas la violer et tout. Alors, mais depuis quelque temps, on a remarqué que les officiers qui sont autour de lui sont en train de changer kazakh. Okay. Ils sont en train de changer de position. Lui-même, il n'a rien dit encore. Okay. Et comme c'est un homme de parole, c'est un officier d'honneur, je pense qu'il va tenir sa parole d'officier. Parce qu'il a juré le 2 octobre de respecter la charte. C'est sur la charte qu'il a juré. Et dans la charte, il est indiqué que ni lui, ni le gouvernement, ni le CNT ne seront... Précisément à son article 46. Oui, c'est ça que je dis. Oui. Personne parmi eux ne sera candidat aux élections qui vont arriver. Ils l'ont dit, ils l'ont écrit dans la charte. Et c'est la charte qui gouverne la Guinée en ce moment. Donc, je pense que c'est un homme d'honneur, parce que c'est un soldat. Et les soldats, c'est l'honneur qui les guide. Je pense qu'il va s'abstenir de se présenter. Alors certes, il ne l'a pas encore dit officiellement, il n'a pas sorti un communiqué où on dit que le CNRD a sorti un communiqué selon lequel Mamadi Doumbouya, au même titre que les Guinéens, il va porter sa candidature. Mais autour de lui, en l'occurrence Amara Kamara, qui est le ministre secrétaire à la présidence, il est sorti, ils ont organisé un point de presse. Ce jour-là, il y avait le porte-parole du gouvernement, M. Gawal Diallo, où il dit que Mamadi Doumbouya, aucune constitution, aucune loi ne l'interdit de porter sa candidature. Et dans sa coma, quand il a été invité sur le plateau de TV5, de RFI, il a dit que la constitution qui va être soumise à la population le 31 décembre 2024, alors même il y a même une espèce de tergiversation par rapport à cette date-là, où il dit que la Constitution, c'est une norme suprême. Donc après le vote référendaire, cette charte-là ne sera plus importante. Alors comment expliquez-vous cela? Que répondez-vous à ces gens-là? Oui, vous savez, M. Cissé, nous avons eu beaucoup d'occasions perdues en Guinée, malheureusement. En principe, c'est une constituante qui devait être élue. Quand on veut sortir de ce genre de situation... Pour élaborer une nouvelle constitution. Pour élaborer une nouvelle constitution. Il faudrait déjà élire les constituants. Oui. Pour que ces constituants-là soient accompagnés par des juristes professionnels et aller vers la rédaction de cette constitution. Des universitaires, des malheureusement, cette constitution-là, personne n'a vu celui qui a rédigé la constitution. Personne ne peut vous dire que cette commission a été créée pour rédiger la constitution. Donc, vous voulez dire donc le CNT nous a présenté un document qui est venu de ne sais où pour nous parler. Qui est tombé de ex nihilo. Non, c'est eux qui savent. Alors, de la même manière, on a vu la charte qui aujourd'hui, qui régit la transition aujourd'hui, qui a été élaborée. Selon l'opposition, les forces vives, a été rédigée de façon unilatérale. Donc, à l'image de ça, l'avant-projet de la nouvelle constitution, qui est le préambule de la nouvelle constitution, a été élaboré de façon unilatérale. Exactement. Sans pour autant associer les forces vives de la nation. Exactement. C'est-à-dire, il faut quand même prendre ce peuple-là au sérieux. Les gens se sont retrouvés entre eux. Personne ne peut vous dire qui a rédigé la charte. Et cela concerne les populations guinéennes.
on ne sait pas d'où c'est venu. De même, ceux qui ont rédigé l'avant-projet de la Constitution, personne ne les connaît. Alors que ce n'est pas normal. C'est le peuple qui doit désigner ceux qui doivent rédiger la Constitution. Alors, quel est le risque auquel on va encourir? On va vers l'instabilité. Après le vote de la population, le 31 décembre. Il y aura difficilement un vote le 31 décembre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fichier électoral. C'est-à-dire aucune démarche n'est menée pour aller vers la fin de la transition. Pourtant, dans sa Kouroumadi, le président de CNT, il dit que toutes les conditions sont réunies. Vous avez vu comment Dansa a été humilié en France? Vous avez vu comment il a été humilié en France? Et au niveau de la salle où ils ont voulu présenter, il y a eu des protestations, ils ont sorti les gens, il y a eu beaucoup de bagarres. Mais il dit qu'il y a un accueil chaleureux qui lui a été réservé, nous savons, que la presse n'a retenu qu'une partie. Non, mais c'est parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Alpha disait que le mensonge, plus il est gros, plus les gens croient. Et ils utilisent ce concept-là. Donc c'est pour vous dire que c'est des gens qui sont là par accident, parce que si c'était un vote, personne parmi ces gens-là n'allait être à ces postes-là. Nous savons comment le CNT a été constitué. Ici au Sénégal, aucun Guinéen originaire de Guinée, ici au Sénégal résident, n'a été dans le CNT. Personne. Alors, et dans ça, vous avez vu comment le journaliste a diffusé les deux messages. Le message de Amaral, lorsqu'il disait que Doumbouya et toute le CNRD n'allaient se présenter, oui. Et le message où il dit que rien ne l'interdit. Donc, vous voyez... Il était presque mal à l'aise. Non, il n'est pas mal à l'aise, ce n'est pas leur problème. C'est-à-dire ces gens-là, c'est la dignité qui est partie. Ils n'ont pas de dignité. Sinon, on pouvait être... Il allait disparaître. Il allait quitter le plateau de honte. Mais ce n'est pas son problème. Donc c'est ça que nous devons comprendre qu'en Guinée, nous devons revenir sur les valeurs. Alors qu'est-ce qui explique, voilà, justement, qu'est-ce qui explique aujourd'hui on en est arrivé à ce statu quo-là, ce qui amène les membres du CNRD à doter à la Guinée une constitution qui nous caractérise. D'abord, qui nous caractérise surtout par la préoccupation de vos concitoyens. Est-ce que, de ce point de vue, il n'y a pas la part de responsabilité de vous, les intellectuels? Parce que lorsque le monsieur est arrivé au pouvoir le 5 septembre 2021, certains intellectuels, les élites, l'ont applaudi. Oui, vous savez, lors d'une de nos émissions, je vous avais dit que les intellectuels ont fui le débat. Les intellectuels ont carrément abandonné le peuple. Et pourtant, c'est le peuple qui a payé leurs études. Ils n'ont pas payé, leur propre argent n'a pas été utilisé pour payer leurs études. C'est les impôts des populations qui les ont formés, y compris les bourses qu'ils ont eues à l'extérieur pour aller se former et revenir. Et ils ont trahi cette population-là, en se battant pour leurs propres intérêts, en se battant pour des postes. Il n'y a que 2 ou 3 intellectuels aujourd'hui qui se battent de façon visible pour alerter. Thierno Moule Nembo et Gassama Diaby. Les autres, et parfois un peu Maître Traoré. Sinon, tous les autres se sont aplatis. Alors justement, vous parlez de Thierno Moule Nembo. La dernière fois, il a sorti une tribune en disant que les intellectuels qui applaudissent lorsqu'il y a l'avènement d'un pouvoir militaire, ils sont considérés comme des criminels. Mais bien sûr, parce qu'ils accompagnent les criminels. Combien de gens sont morts depuis que ces gens-là sont venus? Il y a eu combien de morts? Il y a Sadiba Koulibaly. Mais il y a eu combien de morts? Ce sont ceux-là que les gens connaissent parce que c'est des cadres de haut niveau. Qui est mort dans des circonstances mystérieuses. L'anonymat, des petits soldats, des petits garçons qui sont tués, et on ne parle même pas de ça. Parce que le nouveau pouvoir, ils ne veulent même pas qu'on parle des morts. Parfois, ils confisquent même les corps. On parle de la disparition mystérieuse de les 2 actifs du FNDC, oui. Foniki Mengue et Biloba. Et le procureur qui se permet de venir dire qu'ils ont disparu. Et le porte-parole du gouvernement qui dit que c'est des adultes, ils peuvent disparaître comme ils veulent, quand ils veulent. Et ça, mais c'est grave. Mais ce qui est gravissime, c'est que le procureur, justement, il dit qu'on les retrouve dans d'aucune administration pénitentiaire. Non, parce qu'il n'y a pas un état de droit.
Il n'y a pas un état de droit, c'est un état fort avec des armes, des kalash. Les gars ont pris le pouvoir avec des kalash. Avec combien de morts? Personne ne sait. Ils n'ont jamais délimité, dénombré le nombre de morts le jour de la prise du pouvoir. Et depuis lors, personne ne sait le nombre de morts. Mais c'est la preuve manifeste qu'aucun Guinéen n'est en sécurité. Personne n'est en sécurité. Si on prend un général, on le tue. Si on prend un colonel, on le tue. Qui est en sécurité? Personne. Les gens sont là-bas, tout le monde attend le jour où ils vont venir les chercher. Alors, mais paradoxalement, vous parlez les alertes. Certes, ça doit venir des intellectuels, mais aussi un autre levier très important, ce sont des artistes. Mais malheureusement, on voit ces artistes aujourd'hui apporter un soutien aveugle. Moyennant de l'argent. C'est pour ça que je vous parle d'intérêt. Les gens, c'est l'intérêt qui les guide. Le petit peuple, ce n'est pas leur problème. Donc, ils ne rendent pas ce que le peuple les a donné. C'est ça la vérité. Sinon, comment on peut applaudir quelqu'un qui a tué pour être là? Les intellectuels sont absents, les élites sont absentes, les artistes sont absents, la jeunesse est abandonnée à elle-même. La jeunesse aujourd'hui a souvent tendance à vouloir emprunter la pirogue de fortune pour se rendre en Europe. Mais j'ai l'impression que la Guinée va mal. La Guinée va très mal parce que tout simplement, elle est désarticulée. Elle est complètement désarticulée. C'est quoi la solution, M. Diallo, pour sortir de ce statu quo? La solution, c'est de se réorganiser au niveau du peuple. Ce n'est que ça. En ayant un militaire à la tête de l'État? Non, mais justement, le militaire, il est issu du peuple. Et le peuple peut s'organiser pour le chercher. Il y a eu ça plusieurs fois où le peuple a cherché des dictateurs. Malheureusement, notre pays, c'est un pays de dictature. Il faut un civil ou un militaire pour redresser ce pays? Il n'y a pas une personne, c'est le peuple organisé de façon efficace pour faire sortir ces gens-là. Sinon, ils ne vont pas sortir. Peut-être Mamadi Doumbouya, c'est la méthode la méthode qu'il utilise qui n'est pas bonne, mais peut-être probablement il a une volonté derrière pour reconstruire ce pays-là, comme il parle de la refondation. Lorsqu'il est venu, il nous a parlé de boussole pour la justice. Aujourd'hui, il y a combien de gens qui sont en prison qui ne sont plus jugés? Il y a les Kassori et autres là, toute cette équipe est en prison. Et pourtant, la justice devrait quand même statuer sur leur cas. Il y a combien de leaders qui sont à l'extérieur, qui n'osent pas rentrer parce que tout simplement, ils vont soit les assassiner ou les mettre en prison. Le pays va mal. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il est important de retenir ces gens-là dans le rôle de la justice parce que ces gens auraient détourné les biens de l'État lorsqu'ils étaient au pouvoir? D'ailleurs, si on est là aujourd'hui, c'est-à-dire il faut prouver... Ils sont en partie responsables. Non, attends. Il faut prouver oui. qu'ils ont fait quelque chose et les juger, soit les condamner, soit les libérer. Mais les garder pendant 3 ans en prison, ça les juger, ça les libérer, mais c'est de l'abus. Mais qui est-ce qui a créé Mamadi Doumbouya? C'est de l'abus. C'est évidemment les anciens dignitaires d'Alpha Condé. Oui, mais c'est-à-dire, on a un gros problème en Guinée, on a un très gros problème en Guinée, c'est qu'on rejette toujours la faute à l'autre. Et sans pour autant s'interroger soi-même sur sa responsabilité. Nous devons nous dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour la Guinée, pour pouvoir faire avancer les choses. Hein? Malheureusement, chacun veut assister à la victoire sans se sacrifier. Et c'est ça le problème guinéen. On a des sérieux problèmes. Alors, on voit dans la sous-région aujourd'hui, c'est comme si tout va mal dans notre environnement. Dans la sous-région aujourd'hui, on a vu, pas longtemps, la sortie conjointe de ces 2 pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont décidé conjointement de sortir officiellement de la CEDEAO. Comment expliquez-vous cette sortie? Oui, vous savez, l'autre fois j'étais sur le plateau où j'ai évoqué l'histoire de ces pays-là, de ces colonels ou bien de ces généraux qui partout essaient de prendre le pouvoir. En réalité, c'est un échec. L'échec est à plusieurs niveaux. Au niveau de la CEDEAO qui n'a pas su gérer, au niveau des gouvernants politiques qui n'ont pas su gérer, et eux-mêmes, les militaires, qui
qui sont avides de pouvoir, qui veulent profiter de n'importe quel petit problème pour prendre le pouvoir. Sinon, l'exemple le plus intéressant s'est passé au Sénégal ici, où on a eu des difficultés, mais l'armée est restée droite dans ses bottes. Loyale au régime Elle est civil. restée droite dans ses bottes, loyale, oui. Elle a joué son rôle, elle a sécurisé, et puis elle est venue saluer le nouveau président, le mettre au pouvoir et se mettre à sa disposition. Pourquoi les autres ne font pas ça? C'est parce qu'ils veulent trop le pouvoir, la facilité, l'argent et tout ce, la jouissance du pouvoir. Le contexte n'est pas le même, parce que dans ces pays, les pays dont vous citez, dans ces pays respectifs, il y a de l'insécurité qui passe son plein. Au Mali, par exemple, l'insécurité... L'État n'a pas la même mise souveraine sur les territoires. C'est des soldats, non? C'est infesté de djihadistes, de rebelles. C'est des soldats, non? Oui. C'est à eux de défendre la population. Pourquoi ils restent dans des capitales, et puis dans des bureaux climatisés, des pour cette raison, ils ne vont pas aller soit combattre, soit créer les conditions de négocier pour pouvoir sortir de cette crise. Mais justement, il avait besoin de l'aide de la force extérieure, la France, l'Allemagne, des Nations Unies. Mais ces gens, ils sont restés là-bas pendant 10 ans. Non, pendant 10 ans, ils n'ont pas réussi à se débarrasser de ces forces djihadistes. Oui. Si vous comparez le moment où il y avait toutes ces forces et aujourd'hui, la situation a complètement dégringolé. Elle est devenue dangereuse. La MINUSMA, la France, Barkhane et tous ces gens-là, lorsqu'ils étaient là, les djihadistes étaient dans le nord, dans le Sahara, là-bas. Aujourd'hui, ils sont à Bamako, par exemple. Le Burkina, récemment, il y a eu des centaines de morts à côté de, pas loin de Ouagadougou. C'est parce que les gens, ils ont critiqué, continuent encore de donner des renseignements. L'Ukraine, tout récemment, a donné des renseignements au groupe des choses que nous ne pouvons pas prouver. Pour résister. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas prouver cela. Il y a beaucoup de manipulation et de démagogie. Les pouvoirs là ont échoué. Les pouvoirs du Sahel ont échoué. Il faut qu'ils le reconnaissent que nous avons échoué. Nous avons voulu bien faire, nous n'avons pas pu. Comment faire pour négocier maintenant avec ceux qui ont pris les armes? Parce que ceux qui ont pris les armes, ce sont des ressortissants de ces pays-là. Il faut qu'ils acceptent de parler avec eux et trouver ensemble une solution pour pouvoir sortir de la crise. Parce que même s'ils réussissent à les anéantir, d'autres vont se lever encore. Tant que les causes qui les ont poussés à prendre les armes ne sont pas résolues. Et justement, la crise sécuritaire dont vous parlez, où est la responsabilité de la CEDEAO? Où se trouvent les CMOG, les militaires de la CEDEAO, pour les aider à se débarrasser de ces djihadistes? La CEDEAO, c'est qui? Ce sont les États. Oui. Pour pouvoir avoir une force militaire, il faut des moyens. C'est les États qui doivent contribuer pour pouvoir créer cette force-là. Le président Omaro Embalo a proposé de créer une unité anti-putsch. Mais on ne l'a pas écouté. Sinon, s'il y avait une unité anti-putsch disponible, elle allait pouvoir contrer les putschistes. Mais c'est pour ça que je parlais de faiblesse au niveau de la CEDEAO. Mais justement, parce qu'en lieu et place, la c'est CEDEAO, les États qui ont affaibli, c'est les États qui ont affaibli la CEDEAO. Elle a souhaité plutôt de faire une intervention militaire. Oui, ça c'est voilà, une démarche évincée au pouvoir. Voilà, c'est une démarche maladroite qui ne devait pas se faire de cette façon-là. Il fallait négocier. Moi, l'arme la plus efficace, c'est la négociation. Lorsque les militaires ont pris le pouvoir à Niamey, la CEDEAO ne devait pas brandir les muscles. Elle devait tout de suite mettre en place un comité de négociation. Oui. Aller voir les gens, leur dire, écoutez, vous avez raison, mais ce n'est pas comme ça. La voie diplomatique. Il faut qu'on arrive à trouver une solution. Aujourd'hui, les populations, le Burkina, le Niger, le Mali, les populations souffrent. Oui. Moi, j'ai eu la chance d'aller là-bas. Les populations souffrent. Ils souffrent énormément. Mais qu'est-ce les prix qui ont nous a grimpé amené dans ce statu quo-là? C'est parce que tout simplement, les civils qui sont au pouvoir ont toujours ce désir fou de vouloir changer la constitution pour rester longtemps au pouvoir. Oui, parce qu'il y a toujours des actions qu'ils mènent qui ne sont pas appropriées. Et pour ne pas tomber sur les mains de la justice, ils essaient de rester au temple.
Et ça, c'est pour ça que je parle justement des gens qui ont bénéficié de la formation que le peuple a payée, et en retour, ils n'ont rien fait pour ce peuple-là. Sinon, il y a un minimum d'honnêteté intellectuelle qu'il faut avoir pour pouvoir accéder à certains postes. L'honnêteté, la droiture, la justice, et la volonté politique, le sens de responsabilité en vis-à-vis des populations. Oui, l'amour. L'amour, tu vois. Donc si on n'a pas tout ça, on se soucie de son compte bancaire et de ses belles voitures et de ses belles villas, on a tendance à oublier les populations. Et souvent, c'est ce qui amène les coups d'État. Et ça, c'est dommage. Alors, on va terminer par ça. La sortie, effectivement, de ces 3 pays, de cette organisation sous-régionale, la CEDEAO, peut entraîner double conséquence. La première, ça pourrait affaiblir la CEDEAO. Et la deuxième chose, ça pourrait avoir des conséquences sur les populations, notamment leur circulation dans l'espace de la CEDEAO. Qu'en dites-vous? Oui, il y a beaucoup de conséquences. Et déjà, la CEDEAO, elle est affaiblie. Je pense que le président Bassirou Diomaye Faye et je ne sais pas quel autre président sont désignés pour essayer de rapprocher les autres pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Il a même nommé Abdoulaye Bathily le professeur, monsieur le ministre Abdoulaye Bathily, que je félicite au passage, pour essayer de voir comment faire pour que soit le retour, soit l'entente. Parce qu'ils peuvent continuer à être leur RS, je ne sais pas comment ça s'appelle. Leur confédération, l'Alliance. Oui, Alliance ARS. L'AES. Oui, l'Alliance des pays du Sahel. Ils peuvent être là, comme il y a le Mano River, comme il y a d'autres, ils peuvent, mais rester dans la CEDEAO. Donc, ça, c'est des formules qu'il faut négocier. Mais ces gens, ils restent droits dans ces portes. Ils ne souhaitent même pas rester dans la CEDEAO ou collaborer avec elle. Parce que la démarche, tu sais, le premier coup, si ça rate, ça pose des problèmes. Ils peuvent voir leur ego et tout ça, quoi. C'est des jeunes, à part celui du Niger, c'est des jeunes, ils sont fougueux. Il faut les regarder, les considérer, leur parler de façon responsable et voir. Je pense que si le président Bassirou Diomaye Faye s'y prend bien avec le professeur qui a beaucoup d'expérience, je pense qu'ils peuvent renouer le fil du dialogue. Alors, puisque les 2 pays, conjointement, ont notifié leur sortie de la CEDEAO, je pense qu'il y a un délai pour cela. Oui, il y a des procédures. Oui, il y a des procédures. Voilà, mais tout si ça peut se négocier. Un an s'écoule, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas un terrain d'entente. Bassirou Diomaye Faye, qui s'évertue aujourd'hui de trouver un terrain d'entente, un dialogue pour éventuellement le retour à ces gens-là, et que la CEDEAO acte leur sortie officielle. Que va décider la CEDEAO? Bon, moi je ne suis pas dans le secret de la CEDEAO. Je sais seulement qu'il y a des démarches pour essayer de renouer le fil du dialogue. Mais vous pouvez émettre des hypothèses, monsieur Oui, Diallo. oui, c'est ce que j'ai dit, pour renouer le fil du dialogue. Et c'est dans ce dialogue-là que les démarches vont peut-être aider. Pour quelqu'un qui fut un agent des affaires étrangères, oui, c'est ce que j'ai dit. Vous savez, la diplomatie, elle ne se dit pas dans la presse ou bien dans les plateaux de télé. Mais on entend des experts disent, si la CEDEAO décide d'acter officiellement la sortie de ces 3 pays, la CEDEAO pourrait se décider, je le dis au conditionnel, d'instaurer la carte de séjour. Oui, il y a des conséquences. C'est-à-dire il y a des conséquences. Restreindre la liberté de circulation, quand vous êtes plus membre, douane. Quand vous n'êtes plus membre, il y a des conséquences. Quand vous êtes membre, il y a des avantages. Oui. Et tout ça, c'est justement sur ces leviers-là qu'il faut négocier. Je pense que le professeur Bathily a du boulot sur la planche pour pouvoir ramener tous les enfants de la CEDEAO à la maison. Je pense. Et dans cette hypothèse-là, la relation bilatérale qui va s'instaurer va être compliquée. Oui, vous savez, même s'il y a relation bilatérale, il y a quand même la relation sous-régionale qui va... Parce que souvent, ça prime sur le bilatéral. Mais in fine, c'est la population de ces 3 pays qui vont justement, pâtir, c'est de ça que je vous parle là. Je vous ai dit tout à l'heure que ces populations souffrent énormément. Et il faut aller pour vous rendre compte. C'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile pour eux. L'autre jour, j'ai suivi
un reportage sur Télé Mali, il parlait de 200 milliards de recettes douanières, oui. Alors que ça c'est pour toute l'année, alors que pour la Côte d'Ivoire c'est pour une ou deux journées. C'est-à-dire ils sont tombés tellement bas. Ils ont même tout récemment, pour manifester leur volonté de la sortie de la CEDEAO, ils ont décidé conjointement de créer un passeport diplomatique pour ces 3 pays. Oui, tout ça c'est et éventuellement une monnaie. Oui, tout ça c'est possible. Moi je ne dis pas que c'est pas possible. Ce que j'ai dit, c'est que le président Bathiouro doit s'activer pour que les choses, le dialogue se renoue. Parce que ce que tu as créé, tu peux le supprimer. Oui. S'il y a entente, c'est ça. Nous avons vu des pays qui ont frappé monnaie, après ils ont renoncé. La Guinée-Bissau, le Mali, ils avaient créé monnaie. Après, ils ont renoncé pour revenir dans le franc. Et la Guinée reste toujours dans sa zone monétaire. Bon, la Guinée, c'est un pays à part. Exceptionnel. C'est un pays qui n'est pas sur cette planète-là. Parce que ce qui se passe là, ça se passe nulle part ailleurs. Ce que vous dites, c'est important. Mais oui, je le dis à la télé. Je dis, c'est un pays qui est hors norme. Où les choses qui se passent en Guinée, ça ne se passe qu'en Guinée. On espère que Mamadi réussira à le mettre sur les rails. Bon, moi je doute beaucoup parce Après le vote de ce référendum. Je doute beaucoup parce que les choses sont en train de... Il n'y a pas la sérénité. Il n'y a pas la sérénité. Même hier ou avant-hier, il y a eu des événements à Kaloum. Les gens ont peur. Quand il y a la peur dans la cité, on ne peut pas la développer. Les gens ont peur. Amara dit qu'il n'y a rien ne se passe dans la cité. Oui, mais pendant ce temps, il était caché sous son lit. alors voilà, on a discuté le premier sujet à porter sur justement ce rapport difficile, compliqué, qui existe entre le Conseil, dont vous êtes membre, et l'ambassade. Quel est le dernier mot que vous pouvez dire là-dessus? Bon, ce que je peux dire, c'est que les gens viennent à de meilleurs sentiments. Qu'ils acceptent le dialogue, que les gens se parlent, quelle que soit la portée du message de votre vis-à-vis, écoutez-le. Et ça va permettre de nouer un dialogue serein, constructif, qui va trouver des solutions aux différents problèmes. Parce qu'on ne peut pas ne pas dialoguer. Le pays, c'est un pays qui nous appartient à nous tous. On ne peut pas se dire que non, ça ne peut pas marcher. Et c'est ce qui se passe. Ça, si on ne le dit pas, on n'aura pas dit la vérité. C'est un pays qui est en commun à tous les Guinéens. Si aujourd'hui, vous occupez une fonction, parce que vous occupez cette fonction-là, vous permettez de vous comporter de façon dictatoriale, demain vous allez quitter cette fonction. Donc, il faut accepter de discuter. D'accord. Alors, je vous rappelle, monsieur l'ambassadeur plénipotentiaire, monsieur Mandiou, qui vient à peine d'arriver. Je pense que ce n'est pas important, puisqu'il n'a pas encore réussi à s'approprier les dossiers qui sont très brûlants au Sénégal. Est-ce qu'il n'est pas important de lui accorder l'état de grâce? Il me semble que c'est quelqu'un qui est ouvert au dialogue, qui est flexible, qui aime discuter, c'est un intellectuel aguerri. Est-ce qu'il n'est pas important de laisser le temps? Oui, en effet, on lui a laissé le temps. Lorsqu'il est venu, il nous a contactés. Moi, personnellement, il m'a reçu dans son bureau. On s'est enfermé pendant 2 heures de temps. Nous avons discuté. Je lui ai fait des propositions. Mais lorsqu'on s'est retrouvé en réunion publique, il a haussé le ton. Et nous, on lui a dit qu'on ne sommes pas au camp. Donc il faut que... Parce qu'à un moment donné, vous voulez le pousser à outrepasser ses compétences qui relèvent de son sort. Notre rôle, c'est de défendre les populations. C'est de défendre la communauté qui est là. C'est des pauvres gens qui se battent le matin, midi et soir pour avoir 500 francs le soir. Et puis voilà, c'est pas facile pour eux. Et s'il n'y a personne pour le défendre, c'est impossible. Il y a un aspect sur lequel je vais revenir par rapport aux documents administratifs au niveau de l'ambassade. Allez-y. C'est extrêmement important. Lequel? À part la carte consulaire, il y a les passeports. Oui. Le passeport, il le confectionne à $200.
pour les 5 ans et $300 pour les 10 ans. Ce n'est pas normal. Le passeport, il est à $60 avec la société. Le Trésor reçoit $25, la société reçoit $25, et les $10, c'est le prix de la diplomatique, la poste diplomatique, le transport du document. D'accord. Donc, personne ne sait, enfin, nous qui sommes des gens de l'extérieur, nous ne savons pas où passe la différence. Mais la disparité là, où va-t-elle? Justement, c'est de ça que j'ai dit. Est-ce dans le trésor public? J'ai dit, c'est $25 qui va dans le trésor public. D'accord. Les autres $25 vont à la société de confection des cartes, des passeports. Les $10, c'est le prix de la valise diplomatique. Ok. Le reste, nous ne savons pas où ça va. Donc, c'est trop cher. Ici, le passeport, c'est 20 000 francs, la quittance pour confectionner le passeport. Si vous faites la différence, il y a énormément de différence. Parce que les $200, c'est presque 100 000. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des sérieux problèmes. Ça, c'est un. Deuxièmement, oui. les extraits de naissance, c'est 5 000 francs, un extrait de naissance au niveau de l'ambassade du Sénégal, de Guinée au Sénégal, 5 000 francs. Si vous avez un dossier où vous avez besoin de 3 extraits de naissance, vous allez payer 15 000 francs. Attends, ici aussi à l'ambassade? À l'ambassade, au consulat, c'est 5 000 francs, un extrait de naissance. Donc, c'est pas, 10 000 francs, c'est pas un prix raisonnable. Et 10 000 francs, un laissez-passer. Et 30 000 francs, un laissez-passer de véhicule. Le sauf-conduit est à 10 000 francs maintenant. Donc, c'est énorme, c'est trop cher pour les populations qui sont là. Ouais. Ici, vous allez à la mairie, on vous donne l'extrait, vous ne payez pas $1. Ouais. Allez-y à la mairie si vous avez un enfant qui est né ici. On vous donne l'extrait. Vous ne payez pas $1. Mais d'où vient cette décision-là? D'où vient cette augmentation? Est-ce que ça vient de la décision de l'ambassade? Lorsque j'ai évoqué ça, qui vient de non, pas du tout. Lorsque j'ai évoqué ça avec l'ambassadeur en réunion du conseil, j'ai dit il y a les documents administratifs sont excessifs, ils sont trop chers. Il dit on va en parler. Depuis lors, on n'en parle plus. Donc ça veut dire qu'il y a une possibilité mais de revoir, de réduire surtout le prix de ces documents qui sont très importants. On peut le faire. Les enfants qui sont nés ici, c'est pour faciliter, comment dirais-je, la transcription des extraits de naissance des enfants qui sont nés ici. Oui. Il faut diminuer ces prix-là. 5 000 francs pour un extrait de naissance. Alors, le passeport dont vous parlez, l'extrait de naissance également dont vous parlez, le sauf-conduit. Est-ce que vous avez pu, en tant que conseil, porter cette préoccupation-là à la connaissance de M. Aboubacar Touré? On ne nous a pas laissé parler. Vous avez compris ça? Lorsque moi j'ai évoqué l'équilibre, on m'a coupé la parole. Et on n'a pas voulu qu'on parle. Même à la salle là-bas, les gens qui étaient inscrits, on n'a pas voulu qu'on parle. C'est pour ça que je suis là à la télé pour en parler. Vous avez quand même la possibilité, en ayant, puisque vous avez son contact, de l'appeler. Non, je n'ai pas son contact. Adresser une correspondance. Je n'ai pas son contact. Mais vous pouvez quand même... C'est-à-dire, nous devons accepter au niveau de l'ambassade et du consulat qu'on s'asseye de façon fraternelle, discuter des problèmes des Guinéens de façon fraternelle, sans difficulté. Est-ce que vous comprenez? Sinon, on ne peut pas. Donc, vous voulez dire, à ce niveau, il y a une espèce de doute qui plane là-dessus? Mais ce n'est pas un doute, c'est une réalité. Allez-y faire une extrait de naissance. C'est 5 000 francs que vous allez payer. Ce n'est pas un doute, c'est une réalité. Donc, les administrateurs dont vous avez la charge de défendre, les administrés plutôt, dont vous avez la charge de défendre, en l'occurrence les Guinéens, ils ne sont pas satisfaits de ce point de vue-là. Mais personne ne peut être satisfait. Tu viens, tu as un dossier. Par exemple, un enfant, il doit faire un concours. On lui demande 3 enveloppes où il y a tous les dossiers, dont l'extrait de naissance. Il te faut 15 000 francs pour avoir 3 extraits. C'est quoi la solution, M. Diallo? Mais il faut qu'il s'asseye avec nous, qu'il diminue ça.
s'il ne peut pas supprimer complètement les prix des extraits et des sauf-conduits, qu'il le diminue. Mais puisqu'il n'y a pas de dialogue... Mais c'est eux qui ont la responsabilité. L'autorité, c'est eux. Pendant que vos concitoyens souffrent, là. Et ils souffrent énormément. Mais c'est à vous, Nous, en tant que représentants des c'est Guinéens. pour ça que nous sommes en train de dénoncer. Oui. C'est pour ça que nous sommes en train de dénoncer ces faits. On en parle, et lorsqu'on en parle, on nous traite d'hommes dangereux. Parce que ça c'est dit au niveau de l'ambassade. Puisqu'on le dit, on est en Guinée, on est dans un état de droit. On n'est pas dans un état de droit. Sinon, on ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses. Ce n'est pas du tout un état de droit. Sinon, on ne peut pas tuer les gens hors justice. Revenons au Sénégal. Je vous pose une dernière question. Merci. L'ambassade qui est là, la chancellerie qui est là, peut-être c'est une question bizarre. Elle est là pour qui? Vous savez, il y a l'ambassade qui est là pour les relations diplomatiques entre les États. Oui. Il y a le consulat qui est là pour les citoyens guinéens, les ressortissants guinéens qui sont... Justement, ce consulat-là, cette administration consulaire-là, elle est là pour qui? Elle est là normalement, pour les ressortissants guinéens au Sénégal. Après le sondage, est-ce que ces Guinéens, justement, pour lesquels cette administration consulaire est là, sont-ils satisfaits? Pas du tout. Alors là, pas du tout. Je dis pas du tout. Je devais le dire tout à l'heure. Chaque Mawlud, nous on rend visite aux maisons de détention. La dernière fois, le dernier Mawlud, avec le président de la Moyenne-Guinée, on est allé comme d'habitude apporter de la nourriture et voilà, de l'argent, une enveloppe aux détenus qui sont à Camp Pénal. Nous avons beaucoup de compatriotes là-bas. Les gens qui sont là-bas nous ont dit, nous avons 4 de nos parents qui sont là, des détenus qui sont atteints de démence. Ouais. Et chaque fois, nous, quand on libère, c'est nous qu'on appelle, on nous donne, s'il y a grâce présidentielle, on nous donne les prisonniers, on s'occupe de leur transport jusqu'en Guinée. Ouais. Et cette fois-ci, lorsqu'on est allé, on nous a dit, il y a 4 de nos compatriotes qui sont atteints de démence. Il faut nous aider. En prison? En prison, au camp pénal. Allez-y, maintenant, il y a les autorités de la prison qui nous ont dit, nous voyons les autres ambassades, mais nous ne voyons pas l'ambassade de Guinée ici. Donc, dans cette démarche-là, vous n'êtes pas assisté? Pas du tout. L'ambassade de Guinée, allez-y au camp pénal. Vous êtes journaliste. Vous demandez de voir. Bon, je crois qu'ils ne vont pas accepter certaines choses, mais... Non, je le ferai quand même. Voilà. Essayez de voir. Oui, nous avons des parents qui sont en prison, d'autres qui sont là-bas depuis 10 ans. Ils ne sont pas assistés. 10 ans. L'autre fois, on a reçu Chérif Bari qui était là-bas à Camp Pénal. Le président a fait une remise de peine. On nous l'a remis. On a organisé son retour en Guinée. Il avait la démence. Donc, et l'autre, c'est un garçon de Mali. Lui aussi, il y a un problème sérieux. Parce qu'il n'y a aucune assistance judiciaire. Ils ne vont même pas rendre visite aux prisonniers. Les responsables de la prison nous ont dit, nous recevons ici les ambassades des autres pays. Mais pour la Guinée, l'une des responsables, ça fait 20 ans que je suis là, je ne l'ai jamais vu. Alors qu'on écrit régulièrement. Mais pour cela relève de la responsabilité du consulat. Mais c'est ce que j'ai dit. Parce que c'est lui, la police, pour protéger ses concitoyens. Je vous dis une chose. La Guinée, l'ambassade ici, c'est carrément un service sécuritaire. Parce que le premier responsable, c'est un colonel de l'armée. Le consul, c'est un colonel de la gendarmerie. Et il y a des policiers parmi les conseillers. Mais à ce titre, on doit se sentir protégé. En principe, ils doivent nous protéger, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. L'autre jour, il y a un garçon qui a été arrêté à l'aéroport. Il s'appelle Karamo Sidi Fofana. Il est de Sanou. Il a escaladé le mur de l'enceinte de l'aéroport en allant vers l'avion pour prendre... Il disait qu'il voulait aller soit aux États-Unis, soit en Europe. La gendarmerie l'a arrêté. On appelle le consul appelle le conseil et ils n'ont pas pu parler avec lui. Il a fallu que le président de la Moyenne-Guinée parle avec lui pour qu'on le confie au président de la Moyenne-Guinée. Le lendemain, lorsqu'il a appelé le consul pour l'amener là-bas, le consul dit non, s'il te plaît, garde-nous là-bas.
Il l'a gardé 5 jours. Personne n'est venu. Personne n'a appelé. Et il y a eu des cas comme ça. Moi, je suis allé chercher des enfants talibés dans les daras, les enfants talibés qui sont dans les daras, qui sont en rupture de ban, qui ont fui et qui sont ramassés par la police pour les confier dans les centres d'accueil des enfants, parce qu'il y a des centres ici, à Rufisque, à Dakar, un peu partout. Les enfants qu'on ramasse, on les amène là-bas. Il y a des Guinéens, plein de Guinéens. J'ai réussi, avec l'aide du président de la moyenne Guinée, Souleymane Bari, à récupérer certains qu'on a appelés les parents de Guinée, ils sont venus. On est allé à l'ambassade pour la remise aux parents, parce que le directeur du centre a dit je vais qu'on fasse la remise à l'ambassade. Lorsque j'ai appelé le consul pour la remise, il nous a donné rendez-vous. Je suis allé à Rufisque prendre l'enfant et l'amener avec les parents de l'enfant qui sont venus de Tchangelbori. Le consul me demande, toi aussi tu vas venir? Il me pose la question, est-ce que moi aussi je vais venir? C'est ça la vérité. C'est comme si les Guinéens sont laissés à eux-mêmes. Vous venez de le dire, peut-être on ne voit pas le consul sur le terrain pour s'inscrire des problèmes auxquels vos concitoyens sont confrontés, pour lesquels vous vous battez au quotidien. Est-ce que, dans tout ça, est-ce qu'on voit la cellule de communication remonter les informations auprès du consul ou bien auprès de l'ambassadeur? Mais est-ce qu'il y a une cellule de communication à l'ambassade? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une cellule de communication? Il n'y a pas de cellule de communication. Parce que sinon, regardez par exemple les anciennes cartes. Ils ont fait une note pour dire que les anciennes cartes consulaires papier ne sont plus valables. Mais jusqu'à présent, la cellule de communication n'a pas fait de communication sur ça. Les gens ont leurs cartes en ville, pensant que c'est des cartes qui sont... parce que la date n'a pas expiré. Mais pourtant, il y a une cellule de communication qui existe au sein de la chancellerie. Peut-être à votre connaissance, nous on ne le sait pas, parce qu'on n'est pas au courant de l'existence d'une quelconque cellule de communication. Donc, par ce canot, vous n'êtes pas informé? Pas du tout. Nous, quand il y a des situations, on nous appelle, on nous envoie les gens, on les récupère, on les traite, et puis c'est fini. Apparemment, les Guinéens sont abandonnés à eux-mêmes. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Rares sont les moments où tu les vois, et là aussi, c'est quand il y a des missions en Mauritanie ou bien dans les autres, ils font des missions, ils reviennent. Parce que là, c'est des missions. Donc, vous voulez dire au Sénégal qu'il y a une diplomatie de façade? Bon, ça, c'est vous qui le dites, hein, mais nous constatons que, en réalité, il y a des soucis. Alors, au-delà de... Regardez ce qui se passe. Il y a tellement de personnel à l'ambassade. Allez-y un peu aux Almadies, la nuit. Vous voyez la matriculation diplomatique guinéenne. Il y en a tellement, des gros cylindrés qui ont des matricules guinéennes. C'est incroyable. Alors, puisque vous n'êtes pas satisfait au niveau de la chancellerie, vous n'êtes pas non plus satisfait au niveau du consulat, est-ce qu'il n'est pas important, cette fois-ci, de prendre vos responsabilités? Ce n'est pas évident, mais il faut tenter d'aller rencontrer le premier diplomate, en l'occurrence le général Mamadi Doumbouya, pour exposer à sa connaissance d'abord cette série de propositions, notamment celle qui porte sur la création du consulat général, et aussi la difficulté d'avoir les documents dont vous venez de parler et les prix qui sont exorbitants selon vous. Ouais. Est-ce qu'il n'est pas important de mener cette démarche-là? démarche-là? C'est extrêmement important. Si on a l'opportunité de le faire, on le fera avec plaisir pour aider nos compatriotes. Nous le ferons avec plaisir parce que lorsque le ministre est passé ici, on lui a dit, on lui a dénoncé des choses. Il a promis de s'en occuper. On attend toujours. On espère que dans les jours et semaines à venir, vous allez réussir à renouer le dialogue qui est bloqué aujourd'hui entre vous, le Conseil, et l'ambassade de la Guinée au Sénégal, notamment celui qui a la tête, Mandiou. Oui, je pense que c'est dans l'intérêt de la représentation diplomatique, dans l'intérêt du consulat, d'accepter et avec, dans l'intérêt aussi de vos concitoyens, des populations, oui, d'accepter de dialoguer humblement. Je veux dire d'être humble et de nous écouter. Et nous, on les écoute, on parle des Guinéens, on trouve des solutions pour le bien de tout le monde. Ils vont réussir leur mission, nous, on va réussir la nôtre pour le bien des populations. Alors, aujourd'hui,
jusqu'à présent, on ne connaît pas le nombre de Guinéens établis au Sénégal, dans les régions, dans les départements. L'Agence nationale de recensement de la population, l'ANSD, voilà. Est-ce que vous avez pris la peine de vous approcher de cette agence-là pour connaître à peu près une estimation sur le nombre de Guinéens existants au Sénégal? Oui, nous avons... Parce que deux fois, on donne un chiffre erroné. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. Nous avons été en contact avec l'ANSD. Oui. Ils nous ont approchés, on a discuté. Ils devaient nous envoyer les relevés qu'ils ont eu à faire. Oui. Moi, je pense que nous devons faire un travail par nous-mêmes. Nous avons adressé une lettre à l'OIM, au PNUD, à l'Union européenne, par rapport justement à ça, pour pouvoir être accompagnés, pour faire un recensement sérieux, parce qu'il y a toujours des informations qui ne sont pas vérifiées, pour nous donner des chiffres qui ne sont pas vraiment vérifiés. Parce que s'il n'y a pas un recensement sérieux, on ne peut pas avancer des chiffres. Ce n'est pas responsable. C'est pour ça qu'il faut nécessairement que nous soyons accompagnés pour pouvoir faire ce recensement-là pour le bien des gens. Ça va aider l'ambassade à savoir qu'ils ont tant de citoyens qui résident au Sénégal. C'est extrêmement important. Tant de localités où il y a une forte par communauté. zone. Oui. Voilà, c'est ça. Nous avons rédigé des correspondances. Il y a eu quelques réponses. Nous attendons d'autres. Après, nous allons statuer. Voilà, Monsieur Diallo, c'est ce qui met fin à notre entretien. On a fait quasiment 1 heure de temps, 1 heure de temps. On a épluché les sujets les plus importants, les plus brûlants, les sujets qui portent sur votre relation difficile, compliquée entre vous, le Conseil et l'ambassade de la Guinée, et aussi le sujet sur l'éventuelle candidature de Mamadi Doumbouya, et aussi le rapport difficile aussi entre l'AES, l'Alliance des pays du Sahel, et la CEDEAO, cette organisation sous-régionale. Merci d'avoir été. Merci beaucoup. Notre invité sur le plateau de Gamma C'est TV. toujours un plaisir d'être avec vous, de parler de la Guinée, de parler du Sénégal, de l'Afrique, de la CEDEAO. C'est une passion. Je suis engagé dans ça depuis plus de 40 ans. On travaille pour le bien des populations. Si nous avons une oreille attentive au niveau des autorités, ce serait avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, le document là, le consulat général, les documents dont le prix est exorbitant, je pense qu'on va revenir là-dessus. Avec pour plaisir. Expliquer, voilà, avec pour plaisir. mettre la pression, assez de pression sur l'autorité. Parce qu'ils sont là pour les populations, oui. Pour le bien-être des populations. Ouais. Ils ne sont pas là pour simplement être là. Oh, oui. Donc il faut qu'ils acceptent de dialoguer. Je pense que c'est moi-même, je m'y adhère, c'est une revendication légitime. Voilà. Donc il est important de se Le consulat général, d'autant plus que nous avons une maison ici à Crédit Foncier, on peut loger le consulat général là-bas et puis créer des consulats à l'intérieur du pays. Oui, c'est ça important. va être plus facile pour les gens d'accéder parce que le lieu où est le consulat est très enclavé, les gens pour y arriver, c'est compliqué. Donc, c'est important, d'autant plus qu'il y a une forte communauté guinéenne. Oui. Certes, nous n'avons pas le chiffre sous la main par rapport à la communauté ivoirienne. Non, les originaires, les ressortissants guinéens sont plus nombreux que tous les autres. Voilà. D'après certains chiffres, ils font plus de 40% de tous les ressortissants, de l'ensemble des ressortissants des autres pays. Les Guinéens seulement font plus de 40%. Bon, ça c'est des estimations. Oui, mais moi, je ne pourrais prendre les chiffres que lorsqu'on aura fait un recensement scientifique pour pouvoir avoir des chiffres vraiment... En collaboration avec PNUD et Oui, c'est des choses que nous sollicitons. Nous avons envoyé des correspondances. De la démographie au Sénégal. Nous avons envoyé des correspondances, nous attendons les retours. Alors, j'espère que, voilà, en tenant compte de tous ces paramètres, il est important de tenir compte des propositions que vous avez faites à ce niveau pour enfin rapprocher l'administration aux administrés. Exactement. Pour lesquels vous vous battez nuit au jour. Exactement. Alors, les milliers de Guinéens vivant non seulement au Sénégal, mais à l'étranger, vous qui nous suivez votre émission, votre opinion sur votre chaîne Gamma TV, nous avons eu l'immense plaisir de recevoir M. Ibrahim Traoré. Il est appelé sous le nom de Air Afrique. Il est le secrétaire chargé des affaires extérieures
du Conseil des Guinéens établi au Sénégal. Alors, si vous voulez suivre cette émission, évidemment, allez-y sur notre plateforme YouTube et Facebook, Instagram. Alors, je profite de l'occasion pour vous annoncer le retour audace de votre artiste national et international, le Striker, qui va produire au plus tard le 28 décembre 2024 dans votre maison, Centre culturel d'Outasek. Il a sorti même un album dont le morceau Philosophie, où il dit que Dieu est au centre de tout et il ne faut rien sous-estimer. Donc vous êtes invité ce jour-là à participer à cet événement inédit, exceptionnel qui se passera à cette date-là. Alors je remercie également mon équipe parmi laquelle il y a Ouri qui m'a permis de réaliser cette émission avec M. Ibrahima Diallo. Allez, le programme se poursuit sur votre chaîne panafricaine. Au revoir. Le retour audace de l'Almami du rap guinéen à Dakar. Woko Striker pour la deuxième fois dans le Sénégal. Wo Enenge Drink Company et Guido Jama Production. Woni konote le 28 décembre contre Doutasek de Dakar à partir de 22h jusqu'à 5h du matin. Wo la communauté guinéenne. Sonna bébé Fononota. Préventino wori 3504 no wori. Wo VIP 4500 no wori. Sourzi 5000. Réservation on va 78 457 83 50. Wala notobe 77 981 37 32. Drink Company et Jama TV woni konotion. Konturi kunati kagayko endanyande. Doutasek. Nyande wanyande ibe warude, nyande oreo be hinu hulude. Five bonino ala jangude, jangu be kaini ala golude. Be jangali kaini hino janude, Joni hakile five be no farude. Sudi be ame be no bonude, Joni ko TikTok lami be. Aduna mandanta ko matu yangora. Aduna famanta ko matu yangora.